Tout d'abord, je voulais vous rappeler que tout ça, ça s'articule autour des pouvoirs de police du maire, qui sont principalement au niveau du code rural, mais il y a aussi des lois, des décrets, des arrêtés, des circulaires. Il y a tout un tas de textes qui existent. Alors il faut après faire le tour de tout ça, prendre les différents éléments. Si vous voulez les consulter, nous après on les a ramenés, on a essayé de faire une synthèse de tout ça. Donc, à Chantonnay, les captures d'animaux en divagation ou en errance, donc en errance, ça veut dire sans propriétaire, en divagation, c'est juste ils ont échappé à la surveillance de leur propriétaire. Pendant nos heures de service, ils sont pris en charge par la police municipale. En dehors de nos heures de service, ils sont pris en charge par un prestataire privé. Donc ça, les différentes modalités, le code rural prévoit que le maire doit obligatoirement afficher ces modalités. Selon les communes, ça peut être 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, un prestataire privé, ou bien la commune. Donc après, à vous de vous renseigner. Donc nous, on procède aux captures d'animaux. On a un chenil de 5 places. Et les animaux donc, sont placés dans ce chenil. S'ils sont identifiés par puce ou tatouage, on procède aux recherches. Si le propriétaire est retrouvé, on procède à la restitution. La première fois, nous sommes relativement cléments. On fait un petit rappel à la loi. À partir de la deuxième fois où on a l'animal au chenil, on procède à la verbalisation pour divagation de l'animal. Il faut savoir qu'un animal en divagation est susceptible de causer des accidents, donc dès la deuxième fois on verbalise. En général, ça fonctionne assez bien, on ne revoit pas les animaux après. Si l'animal n'est pas identifié, donc là c'est le code rural aussi qui prévoit un délai de garde de 8 jours ouvrés. Donc on ne compte pas les week-ends. À l'issue de ce délai, l'animal est considéré comme appartenant à la commune qui décide de sa destination. Donc ça peut être soit l'euthanasie, soit il est remis à une association dans le but d'une éventuelle adoption. Donc là aussi, ça dépend des modalités qui sont prévues. Donc il peut y avoir des conventions avec des associations. Ça dépend des cas. Nous, à Chantonnay, maintenant, on pratique, voilà, on remet des associations, mais dans la mesure des places aussi qui sont disponibles, parce qu'ils ont beaucoup d'animaux à récupérer aussi. Donc l'affichage, il faut penser à le regarder. Normalement, les communes doivent, à partir du moment où un animal est mis en chenil, doivent procéder à l'affichage à la population, afin que si vous avez perdu votre animal, vous regardez et éventuellement vous pouvez le retrouver. Les frais, parce qu'il y a forcément des frais autour de tout ça. Toujours à Chantonnay, on est relativement clément parce qu'on a un chenil gratuit. Maintenant, il faut savoir que ce n'est pas partout pareil. Tous les prestataires privés seront payants. Donc, il y a les frais à l'arrivée de l'animal et après, c'est en fonction du nombre de jours de garde. Nous, si on a des frais, par exemple, ça peut être pour des soins sur un animal blessé. Si on a un propriétaire, c'est le propriétaire qui les prendra en charge, sinon c'est la commune. Donc ça peut coûter cher. Qu'est-ce que je vous rajoute ? Alors les frais du prestataire privé qui les prend en charge le week-end, oui. Alors si la propriétaire, c'est le propriétaire qui paye. En revanche, si le prestataire, donc on prend un animal le dimanche, à l'issue des délais de 8 jours, il n'a pas de propriétaire, il est euthanasié, il enverra la facture à la commune. Voilà. Vous trouverez aussi des éléments dans, je vois le texte, je ne vous en ai pas parlé, le règlement sanitaire départemental. Ça, vous le trouvez sur Internet. Il y a pas mal de réglementations sur tous ceux qui pratiquent la chasse et qui vont avoir des chenils autour de l'aménagement et des constructions d'un chenil hors élevage et vente, des chenils privés. Le règlement sanitaire départemental contient beaucoup d'éléments. Vous avez aussi une législation au niveau des animaux mordeurs
Donc à savoir que dès qu'un animal a mordu, il peut être déclaré en mairie et là le maire a l'obligation d'un suivi vétérinaire. Donc selon l'animal, ça va être de 15 ou de 30 jours, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Et l'animal, pendant ce délai, est soumis à un certain nombre de visites chez le vétérinaire qui sont obligatoires. Donc les animaux mordeurs, il faut penser à les déclarer. Est-ce que vous avez des questions ? Moi j'avais encore une question au niveau du signalement par exemple d'une maltraitance sur un animal. Est-ce que vous pouvez faire, vous, police municipale, quelque chose? Nous, on n'est pas habilité à pouvoir reconnaître ça. Non. Alors par contre, on renvoie vers les services de la préfecture. Mais ça peut vous être signalé? Bien sûr. Nous, on fait le relais. De transmettre. Tout à fait. Sur les morsures, oui, il faut les déclarer en mairie. Oui, il y a un registre obligatoire de déclaration des morsures. Donc, c'est le maire qui assure le suivi après. Vous, les contrôles vétérinaires, d'ailleurs, je crois que vous envoyez un compte rendu obligatoire en mairie de ces contrôles qui sont faits. Oui. Je vais laisser mon collègue prendre le relais sur les chiens de première et deuxième catégorie, dits de chiens d'attaque et de défense. Bonjour à toutes et à tous. Donc pour ma part, partie purement réglementaire concernant les chiens dits dangereux, donc de première et deuxième catégorie. Donc depuis tout le temps, les animaux ont été amenés à être utilisés comme des armes. Et nous sommes au XXIe siècle et ceci maintenant est prohibé. Donc le législateur a classifié les chiens dangereux et a mis en place une réglementation graduée en fonction de la dangerosité de l'animal. Le but principal est de réduire la prolifération et responsabiliser les propriétaires. Dernière loi en date, donc la loi du 20 juin 2008, qui renforce donc la protection, la prévention des personnes contre les animaux dangereux. Ces animaux sont classés donc en deux catégories. La première, il s'agit des chiens d'attaque. Ces animaux ne sont pas inscrits au LOF. Il s'agit principalement donc des pitbulls, les American Staffordshire Terrier, plus simplement Amstaff ou Staff, le Boer Bull, les bulls mastifs, la catégorie des mastifs, et les chiens d'apparence Tosa Inu. Donc tous ces animaux non classés au LOF sont de première catégorie. Le livre des origines françaises. Sachant que avec, tout le monde peut détenir, enfin tout le monde, et je reviendrai tout à l'heure dessus, on peut détenir ce genre d'animaux, mais à savoir qu'il est interdit l'acquisition, la cession, gratuite ou onéreuse, l'importation, l'introduction sur le territoire métropolitain ou outre-mer, l'accès au transport en commun, aux lieux publics, aux locaux ouverts au public, le stationnement dans les parties communes, des immeubles collectifs. Vous avez ensuite la deuxième catégorie. Ce sont principalement les mêmes que tout à l'heure, mais inscrits au LOF, avec une petite particularité. Donc vous avez toujours le staff, le Boer Bull, le Tosa Inu et le Rottweiler, qui lui est classé en deuxième catégorie, mais n'a pas besoin d'être inscrit au LOF. Qu'il soit inscrit ou non, il sera toujours deuxième catégorie. Les deuxièmes catégories sont les chiens de garde et de défense. Bien entendu, on peut détenir ce genre d'animal, sauf les personnes qui ont moins de 18 ans, les majeurs sous tutelle, les personnes condamnées pour crime ou violence, et les personnes auxquelles le maire a fait déjà retirer le chien pour une raison X ou Y, suite à un danger ou une morsure. Pour détenir ce genre d'animal, pour le propriétaire, il faut donc, comme je vous l'ai dit, être majeur, fournir une pièce d'identité, un justificatif de domicile, une attestation d'aptitude, c'est-à-dire une formation qui est obligatoire, délivrée par un formateur habilité par le préfet. Cette formation est d'une durée de 7 heures. Il y a une partie pratique et une partie théorique. Ça, dans le but de pouvoir
connaître son animal, la prévention des accidents, et toujours pour le propriétaire, un extrait d'inscription au casier judiciaire, bulletin numéro 2. C'est-à-dire que la personne qui a été condamnée forcément pour violence ne pourra pas détenir un animal de première ou deuxième catégorie. Cela s'entend. Document obligatoire pour le chien. La carte d'identification du chien, tatouage ou, comme on le disait, la puce électronique, qui est obligatoire. Le passeport européen avec vaccination antirabique en cours de validité. Cette vaccination est à faire tous les ans et doit être justifiée auprès des services de la mairie ou de la police municipale s'il y en a une, tous les ans. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'animal est vacciné, on doit avoir le justificatif. Le certificat vétérinaire de stérilisation, donc ça c'est pour les chiens de première catégorie, parce que tous les chiens de première catégorie doivent être stérilisés. Pour les chiens de deuxième, ce n'est pas la peine. L'attestation d'assurance, garantissant la responsabilité civile du propriétaire, avec la mention bien visible, chien de première ou deuxième catégorie. Ça, comme la vaccination antirabique, c'est à justifier tous les ans auprès de la mairie et du service de police, pour qu'on puisse avoir le dossier toujours à jour. Parce qu'on peut très bien détenir un animal, faire une première déclaration, et après, c'est bon, je l'ai déjà déclaré, mais non, c'est tous les ans. Ensuite, le certificat de naissance ou pédigrée pour les chiens de deuxième catégorie. L'évaluation comportementale du chien dès que celui-ci est âgé de 8 mois. Cette évaluation est faite par un vétérinaire agréé, comme mon voisin, qui délivre donc une attestation sur laquelle sera mentionné un niveau. Ce niveau va de 1 à 4, suivant la dangerosité de l'animal. Ensuite, à l'issue, sur présentation de tous ces documents, le propriétaire donc va à la mairie ou au service de police municipale pour faire la déclaration de son lieu de résidence. La mairie toujours de son lieu de résidence. Et après vérification, l'absence d'inscription au casier judiciaire, le maire délivre le permis de détention. À savoir que le chien de moins de 8 mois est déclarable, tout comme l'adulte, mais ce sera un permis de détention provisoire. Et bien sûr, après, donc, après les 8 mois, il y aura l'évaluation comportementale et l'attestation d'aptitude, et là, ce sera donc le permis de détention. Je vous montrerai tout à l'heure, pour ceux qui sont intéressés, toutes les annexes, donc les documents, la copie des documents à fournir concernant le passeport européen, les attestations d'aptitude, etc. Pour ceux qui voudront le voir, ce sera tout à l'heure. Voilà en gros les dispositions concernant les chiens donc, de première et deuxième catégorie, sachant que le maire a une possibilité d'action s'il estime que le chien représente un danger pour les personnes et les autres animaux. Il met donc les mesures nécessaires afin d'éviter tous les accidents. Si le maître de l'animal néglige de donner suite aux injonctions du maire, par arrêté, ce dernier peut ordonner la saisie du chien par la force publique et son placement dans un lieu de dépôt. Et ce, jusqu'à ce que la mise en règle soit faite. Et à l'issue, soit l'animal est restitué avec tous les frais qui incombent au propriétaire, ou l'animal est euthanasié. Je vous ferai grâce à toutes les contraventions qui peuvent exister. Il faut savoir que l'animal dangereux, c'est encore plus, je dirais, suivi que les animaux autres, entre guillemets. Mais les infractions, on passe de la contravention, comme tout à l'heure on disait, de la C4, au délit, ça devient délictuel, donc de peine d'emprisonnement.